Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai prévu lire au mois de mars. Au mois de mars, je veux retourner, je retourne à des lectures et des auteuristes que je veux vraiment lire. Le mois de janvier et février, j'avais beaucoup d'obligations, entre guillemets, dans le sens qu'il y avait des concepts et tout auxquels je tiens, puis ça fait en sorte que je lis peut-être pas nécessairement des lectures que j'aurais lues s'il n'y avait pas eu ce concept. Donc, au mois de mars, je retourne vraiment dans des auteuristes que j'aime ou que j'ai aimés, dans des ouvrages qui me font vraiment envie, pour lesquels j'ai beaucoup d'intérêt. Donc, je me gâte. Et l'année passée, le mois de mars a été un mois exceptionnel de lecture. J'y ai eu plusieurs coups de cœur qui sont restés jusqu'à la fin de l'année. Donc, je veux pas mettre la barre trop haute, mais j'en attends rien de moins. Non, non, je prends ça au jour le jour, mais je vous avouerai que là, je suis due là, pour avoir d'autres coups de cœur parce que pour l'instant, ben, si je devais faire un top, ben, il y en aurait un. Puis je sais pas, je trouve que ça a été vraiment une lecture marquante sur le moment, mais j'ai l'impression que ça s'estompe, ce qui est plate. À suivre. La lecture pour le Club des Mentis, c'est L'Orange mécanique d'Anthony Burgess. Moi, je pensais que c'était comme un truc d'horreur, cette affaire-là. Je n'ai jamais vu le film, l'adaptation cinématographique. Donc, lorsque Sylvain il a mis ça dans son hiver de dystopie, j'étais comme « Ah ouais! » J'étais certaine que genre c'était vraiment un truc glauque, horrible, effrayant et tout. Peut-être, mais la vie m'a montré que je suis capable de lire des trucs d'horreur. On se rappellera de l'exorcisme. L'exorcisme. Je dis tout le temps l'exorcisme, mais c'est l'exorciste. L'exorciste que j'ai lu, hein? Puis je m'attendais à rien et finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, de quoi ça parle? L'orange mécanique, peut-être que vous connaissez, mais moi, très peu. Alors, on va suivre le jeune Alex qui s'ingénie à commettre le mal sans le moindre remords. En compagnie de ses drugs, et je sais pas comment on dit ça, D-R-O-U-G-S, il se livre à la bastonnade, au viol et à la torture au son d'une musique classique censée apporter la sérénité de l'âme. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de dégueu, je n'étais pas folle, j'avais entendu dire, j'avais peut-être vu des extraits de... Incarcéré à la suite d'un hold-up raté, il subit un traitement chimique qui le rend allergique à toute forme de violence. Moi, l'incarcération, j'aime bien ça, fait que ça se peut que ça soit positif. À sa sortie, devenu doux comme un agneau, il endure les avanies que lui infligent les anciens membres de sa horde, dont certains sont passés du côté du service d'ordre, avant d'être recueillis par une de ses victimes. OK. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler du contexte. Reste à voir comment ça va se passer, ma lecture de l'Orange mécanique. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que ça se lit bien? Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous avez eu peur de tout ça? En tout cas, dites-moi ça parce que ben, j'ai quand même un petit peu froid dans le dos en ce moment. Gala du roman québécois 2025, il faut que je m'y mette, donc c'est comme ça que ça va commencer. En fait, il y a deux titres qui sont particulièrement sur ma pile à lire pour le mois de mars. Le premier, c'est Veuve chose de Michael Delisle. En fait, ça, là, ça a l'air d'une belle petite bibite science-fiction. On est dans un régime totalitaire qui épie chaque geste de ses habitants grâce à des drones. Le service militaire est obligatoire, mais il y a une seule manière d'y échapper. Pour y échapper, il faut accepter de faire la corvée, c'est-à-dire d'être un bourreau une journée au nom de l'État. Juste une journée. Puis vous n'êtes pas obligé de faire votre service militaire. Parce que forcément, la peine de mort, elle est revenue dans cet État. Alors, c'est sûr que Jean-Marc Choisy a décidé de faire la corvée une journée. Mais le temps de cette journée, il va se rendre compte que sa victime, la personne qu'il doit tuer, c'est la veuve chose, qui est une empoisonneuse notoire, célèbre pour ses caramels à la strychnine. Moi, je pensais qu'on disait strychnine. Attendez, je vais vérifier Google. Strychnine. Strychnine. Très étrange. Sylvain avait raison. Donc, c'est ça. Il va hésiter fortement à faire sa corvée, à tuer la veuve chose. Pourtant, il est comme pris, son destin est lié à cette personne parce que, ben, s'il décide de la tuer, c'est lui qui va avoir mis fin à ses jours.
Et s'il décide de se soustraire à sa corvée, il va devoir prendre en charge la veuve chose. Voilà, ça a l'air bien intéressant, écrit très très gros. J'ai bien hâte de m'y rendre, de le lire. Le deuxième roman, Sylvain Desmenties l'a déjà lu et a beaucoup aimé. Il était déjà sur mon radar, mais là, il est un peu plus haut. C'est Monologue d'une non-monogame dans la salle de bain d'un sous-sol de Karine Martel. Et c'est une femme en huis clos qui est assise dans sa salle de bain et qui réfléchit sur sa vie, sur le fait qu'elle est polyamoureuse et c'est très lucide comme ouvrage. C'est pas idéalisé cette histoire-là de relation polyamoureuse. Donc, comme ça me plaît. Reste à voir comment l'écriture, elle est construite, comment c'est fait, l'arc narratif et tout. Est-ce que ça va m'embarquer? Est-ce que pas? Alors, voilà pour la deuxième lecture de 2025. Un roman, parce que j'en ai lu une pièce de théâtre de 2025, mais partir sur les romans. Je me lance avec mon amie Daphné dans la fiction historique, La perle et la coquille. Pourquoi ce livre-là? En fait, ça part de très très loin, mais moi, vous savez, j'aime beaucoup l'auteur Khaled Hosseini qui a fait le blurb ici. Et je voulais le relire, sauf que, ben, je vais sûrement le relire cette année, sauf que j'ai fait un petit test, tu sais, des quiz pas crédibles, et je suis allée sur Babelio. Il faisait un lien entre les œuvres de Khaled Hosseini et de Nadia Hachimi. Donc, Daphné m'a écrit, elle était comme ça, te tente-tu de lire Nadia Hachimi? Puis j'étais comme, pourquoi pas? C'est pour me faire découvrir une autre autrice que j'aime, j'ai tout à gagner. Puis en plus, s'il y a un parallèle avec Khaled Hosseini, il y a des fortes chances que je l'aime. Et si lui-même, il a fait un blurb sur son roman à elle, je veux dire, tout est dans tout, je sens le coup de cœur. Alors ici, on est à Kaboul en 2007, les talibans font la loi. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Rahima n'a pas de frère et son père est malade. Ses sœurs et elle ne peuvent donc en aucun cas quitter la maison, encore moins pour aller à l'école. Si vous avez lu Mille soleils splendides, au palais, vous comprendrez pourquoi... Oh, c'est joli ça ensemble. OK. Vous comprendrez pourquoi les femmes ne peuvent pas sortir de la maison toutes seules. Leur seul espoir réside dans la tradition des bakapoches, qui permettra à cette fille de 10 ans de se travestir jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Avec ses cheveux courts, vêtue comme un garçon, elle jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais comme son ancêtre Shekiba, un siècle plus tôt. Les destinées de ces deux femmes se font écho et constituent un vibrant témoignage sur la condition féminine en Afghanistan. OK, j'aime déjà tout ça. Je pense que ça va se passer. J'ai très hâte de le lire. On continue avec mes amours, Frederick Backman. Il y a 2 ans, je crois, j'ai lu le premier tome de Bear Town, traduit en français La petite ville des grands rêves de Frederick Backman. C'est une trilogie et le deuxième est maintenant traduit. Il se nomme Nous contre vous. Je peux pas vous parler du deuxième parce que ça serait un énorme divulgateur sur le premier. Mais dans le premier tome, on est dans la ville d'Ursa, qui est une toute petite ville. Puis pour une des rares fois, leur équipe de hockey cette année, elle est très prometteuse. Il y a un joueur qui est, ma foi, phénoménal. L'équipe se voit aller très, très loin. Ils se voient gagner des trophées et tout. Et il y a aussi un aspect lucratif lorsqu'on gagne des championnats et tout. Ben, ça fait remettre la petite ville sur la map, ils peuvent avoir des subventions. Donc, tout ça, là, c'est très, très prisé. Le club, les attentes sont très, très hautes. Puis la ville se base sur eux pour faire revivre l'économie et tout et tout. Donc, ça implique bien des choses. Mais ce joueur si fantastique et prometteur va commettre un acte très problématique et là, tout va basculer. Tout va basculer parce que qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là qui a commis quelque chose d'horrible? Est-ce qu'on lui permet de jouer encore sous le couvert que c'est l'espoir montante puis qui va amener l'économie de la ville et tout, que, tu sais, ça a beaucoup d'incidences? Est-ce qu'on lui coupe les ailes tout simplement parce que, je veux dire, c'est parce que c'est un joueur de hockey particulièrement populaire et tout qui s'est permis de faire cette chose-là, possiblement. Donc, c'est un gros dilemme, un gros enjeu. C'est ni tout noir, ni tout blanc. Les
habitants sont séparés d'un côté et de l'autre et c'était le premier tome. Donc là, je m'en vais dans le deuxième. Je vous avouerai que ma mémoire est pas très, très fraîche, donc j'espère que ça sera pas trop difficile à se remettre en place. Mais j'ai très hâte de le lire. Si c'est encore un coup de poing comme le premier tome, je ne serai pas indemne à la sortie de ce livre. Celui-là, c'est gênant. C'est vraiment gênant parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je l'ai loué très, très souvent à la bibliothèque. Je voulais faire un concept de narration non fiable avec, entre autres, ce livre-là. Puis, ben, ça a l'air que je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi je l'ai dans les mains précisément aujourd'hui? C'est parce que Sylvain Desmentiers et moi, on a des side quests. On est en train de lire tous les gagnants du prix des libraires, puis on a recommencé depuis le tout début, 1995, genre. Et lui n'a pas gagné. On est rendu, je pense, en 1999. C'est la cérémonie des anges de Marie Laberge qui a gagné. Mais celui-là, il était finaliste. Et à toutes les fois qu'on a comparé, ben en fait, on n'a pas comparé parce qu'à toutes les fois, on a lu le gagnant, mais on n'avait pas de comparatif parce qu'on n'avait pas lu les nominés. Mais là, sachant que c'était lui le nominé, j'étais vraiment, tu sais, ça a ramené ce livre-là en haut de ma liste. J'étais vraiment curieuse, puis j'étais comme, s'il y a bien un bon moment pour le lire, ça serait là, là. Tout est dans tout. Je voulais le lire, puis je ne l'ai pas lu. Fait que là, je vais me lancer à le lire. Donc, La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. Est-ce que ce sera ce mois-ci, le mois où je vais le lire? Qui sait? C'est un extrait. Nous avons dû prendre l'univers en main, mon frère et moi, car un matin, peu avant l'aube, papa rendit l'âme sans crier gare. Sa dépouille crispée dans une douleur dont il ne restait plus que l'écorce, ses décrets si subitement tombés en poussière, tout ça gisait dans la chambre de l'étage d'où papa nous commandait tout la veille encore. Il nous fallait des ordres pour ne pas nous affaisser en morceaux. Mon frère et moi, c'était notre mortier. Sans papa, nous ne savions rien faire. À peine pouvions-nous, par nous-mêmes, hésiter, exister, avoir peur, souffrir. Vous savez, je suis en train de terminer un concept bris d'égalité, donc des auteuristes que j'ai beaucoup aimés, qui ont fait partie de mes tops, que j'ai relus et j'ai été déçue. Et là, c'est comme la dernière chance. Donc, Mishka Lavigne fait malheureusement partie de ces auteuristes. C'est pas lui que je voulais lire. Je voulais lire son plus récent, sa plus récente pièce de théâtre qui se nomme Mur, mais n'était pas disponible à la bibliothèque, en fait aux deux bibliothèques, à Ottawa et à Gatineau. Mais j'ai vu que Cinéma l'était, donc bon, c'est un ouvrage qu'elle a écrit. Je vais donc tester Mishka Lavigne pour une troisième fois avec Cinéma. Puis ça dit vraiment pas grand-chose comme toutes ces pièces de théâtre à Mishka Lavigne. Ah, ici, ça dit un petit peu plus quelque chose. Ça dit « Cinéma, c'est la rencontre foudroyante de Lara, qui cherche à se sentir vivante, et de Xavier, un acteur démoralisé qui prend un dernier risque avant d'abandonner ses ambitions. Entre les deux, la fiction côtoie la réalité. À la fin, que reste-t-il? » Je vous avouerai que le résumé de tout ça m'interpelle plus que le résumé de Copo que j'ai lu en deuxième puis qui m'avait déçu. Donc peut-être qu'elle passera le test, je l'espère. Au Salon du livre de l'Outaouais, qui vient tout juste de passer, là, fin février 2025, il y a l'auteur Éric Mathieu qui est venu faire une animation, ben, peut-être deux, mais en tout cas, une animation sur ma scène. C'était très intéressant, c'était avec Catherine Leroux et c'était sur l'aliénation, entre autres. Et il a parlé de son roman La joie des fous, que je n'ai pas lu et que je veux absolument lire. En fait, je m'en veux même en ce moment de ne pas encore l'avoir lu. C'est aberrant, tout simplement. Et c'était vraiment intéressant parce que il traitait l'alcoolisme dans cet ouvrage-là. Il y avait vraiment un désir de parler de l'alcoolisme au travers du fils, alors que c'est sa mère qui est alcoolique. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, il a parlé d'un procédé qu'il a fait dans Les Suicidés d'eau claire que j'ai beaucoup aimé. L'aspect de comme pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc, j'ai bien
hâte de le lire. Puis je me suis dit, là, mars, déjà, il faut que je vide de ma pile à lire, là, celle-là ici, là, parce que sinon, ciao, ciao à la fin de l'année. Fait que si je veux les avoir lus ou essayés, il faudrait que je les lise. Hein? Donc, c'est ça. Biais d'un personnage de femme mère alcoolique et dépressive, déchirée entre l'amour pour son conjoint et son amant, ce roman à l'atmosphère dystopique aborde la question de la violence des relations familiales et professionnelles toxiques et souligne en parallèle les effets du totalitarisme ordinaire sur l'environnement physique et psychique de l'individu. Donc, c'est des gros mots, mais j'ai hâte de voir ça en roman. J'ai écouté le nouveau podcast, je pense que ça dure seulement 6 épisodes, le Balado, Secret d'édition, et ma foi, je suis tombée en amour avec ça. J'aime vraiment tous les épisodes, je trouve ça vraiment intéressant. Et on a parlé à l'éditeur, un éditeur de l'instant même, qui nous a parlé de Si Margot de Marielle Giguère. Et dès que j'ai entendu de quoi ce livre-là était question, j'ai fondu. Littéralement, là, dans ma voiture, j'ai fondu. Je me suis dit, ce livre-là va me briser, mais il faut absolument que je le lise. Et rapidement, l'histoire de cette femme, c'est 2 fois une fausse couche, mais la première, elle est particulièrement violente parce qu'elle était enceinte et tout, puis elle est allée passer le test de l'amniosynthèse et le médecin a fait une erreur médicale, ça s'est mal fait et il a percé le placenta ou quelque chose comme ça. Donc, elle a fait une fausse couche suite à l'amniosynthèse. Risques qui sont possibles et dont on parle énormément dans les dernières années, mais genre, pouvez-vous imaginer, moi là, je viens de le dire, puis j'ai des frissons sur le corps, là, ça me bouleverse, ça me bouleverse. Et suite à ça, je crois qu'elle est retombée enceinte et elle a fait une autre fausse couche, cette fois-ci de manière naturelle. Donc, mon Dieu, c'est tout pour bouleverser une femme, là. Déjà, une fausse couche, tu sais, on se remet en question, on se demande pourquoi notre corps et tout, tu sais, c'est plus fort que nous, là. C'est nous, à l'intérieur de nous, que la vie doit se créer. Puis lorsqu'il y a des problématiques et tout, on se met tout de suite la culpabilité. C'est sûr que ce roman-là va me briser, là. C'est sûr et certain, mais je dois le découvrir, je dois le lire. J'aimerais vous parler de 2 autres ouvrages. Est-ce que je vais être capable de tout lire ça? Je ne sais pas, mais parfois la semaine de mars est bien prolifique. Un autre livre que je veux lire, c'est Sauvagine de Gabrielle Filto-Shiba, que j'ai déjà lu avec Exa l'année passée, mais aussi avec Exa l'année passée. J'essaye de sauver Maps du montage à chercher toutes les petites images. Et aussi avec Encabané. Et donc là, Sauvagine, j'ai fait des recherches parce que j'étais comme... Je sais que c'était un peu comme un triptyque ou une trilogie, mais je savais pas si on suivait le même personnage. Donc, je suis allée relire un petit peu sur Encabané et j'allais lire sur Sauvagine, et je pense que oui. Parce que ça dit « Sur les terres de la couronne du Haut-Kamouraska, là où plane le silence des coupes à blanc des disparus, les braconniers dominent la chaîne alimentaire. Mais dans leurs pattes, il y a Raphaël, Lionel et Anouk. » Et je suis allée relire Encabané, et Anouk, elle était là. Qui partagent le territoire des coyotes, ours, lynx et orignaux, qui veillent sur les eaux claires de la rivière aux perles, et qui ne se laisseront pas prendre en chasse sans montrer les dents. Donc, je veux relire Gabrielle Filto-Shiba. Je vais la relire avec cet ouvrage-là, qui doit être assez petit. Il me semble qu'Encabané n'était pas très gros. Fait que ça aussi, c'est bien encourageant. J'ai pas tout lu ce que je voulais lire au mois de février, forcément, parce que ma pile était beaucoup trop énorme pour le petit mois de février que j'avais planifié, hein? Et tout ce que je voulais faire. Mais il y a celui-là, je vous en ai pas parlé, Le Roi Soleil de Marie-Ève Coton. J'espère que je suis pas passée à côté en 2024 parce que j'ai pas vu énormément de reviews, de chroniques à propos de ce livre-là, mais j'ai vu celle de Sab et les livres, puis elle avait beaucoup aimé, puis là, depuis que j'ai vu sa critique, que j'ai entendue, ça m'a pogné, là, dans le ventre, j'étais comme « Ah, j'espère que on n'a pas échappé une nomination. » Fait que c'est ça. Hein? C'est un ouvrage qui a l'air bien particulier,
probablement un petit peu déstabilisant. Une nuit de décembre, Maude Fournier a commis le crime le plus terrible qui soit, un acte que la société ne semble pouvoir envisager qu'en voyant en ceux qui s'en rendent coupables des monstres ou des fous. Le docteur Gomez, expert psychiatre embauché par la défense pour se prononcer sur la responsabilité criminelle de l'accusé, ne croit pas qu'elle soit un monstre. Comment expliquer alors que cette femme posée, médecin comme lui et mère en apparence aimante, ait pu commettre l'irréparable? Cette autrice-là, elle est elle-même psychiatre. Elle pratique la médecine plusieurs mois par année au Nunavik. Et elle a écrit ce roman. Et il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup, donc espérons que ça va se passer au mois de mars. Voilà, je voudrais mettre bien d'autres ouvrages sur ma pile à lire, mais on va s'éloigner de plus en plus de l'aspect réaliste de est-ce que je peux vraiment lire tous ces livres ce mois-ci? Absolument, je dirais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je pense. Puis il y a quand même des petits livres, mais il y a quand même 2 bonnes bricasses. Ça se pourrait, ça se pourrait. Puis il y a plein d'autres livres que j'ai pas encore lus que je voulais lire. Donc, on va y aller comme ça. Dites-moi quel est le livre que vous voulez absolument lire au mois de mars. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.